Bonsoir, merci de rester fidèle à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Encore une fois de plus, nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois de plus, Mouché Diawara. Et aujourd'hui, l'actualité tourne autour de la Guinée-Conakry. Nous allons parler de l'actualité africaine, mais plus précisément de la Guinée avec ce voyage qui sème la panique et le débat au sein de la Guinée avec le président Mamadou Doumbouya qui part en voyage avec toute sa famille. Pourquoi aujourd'hui, au sein de la présidence guinéenne, il y a beaucoup de bruit, il y a des débats. Est-ce qu'il va revenir ou pas? Est-ce que le président n'est-il pas partir pour mourir et revenir ou on ne sait pas? Donc nous allons en parler avec notre spécialiste Diawara, président carrément de l'Union des jeunes panafricains en Afrique et aussi ancien chef de cabinet de la transition malienne. Je ne parle plus de putschiste parce que j'ai l'impression que les Maliens n'aiment pas le mot putschiste ou bien la junte militaire. Donc on va dire de la transition malienne. Alors nous allons parler de la Guinée, nous allons parler aussi de l'actualité africaine, nous allons parler aussi des régimes militaires en Afrique, plus précisément au Mali, au Burkina Faso et le Niger. Bonsoir, M. Diawara. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci encore une fois de plus d'être là et de répondre toujours à l'appel de Seneweb. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la Guinée-Conakry avec ce fameux voyage en vacances du président guinéen qui fait le débat au sein de la Guinée. Et vous, en tant qu'expert, en tant qu'Africain, en tant que quelqu'un qui suit l'actualité africaine, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, merci beaucoup. D'abord, je ne parle pas en tant qu'expert en la matière, je parle surtout en tant qu'observateur, en tant qu'Africain. Pour préciser, je suis président de l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine, UJPNA. D'ailleurs, je profite pour saluer nos camarades de l'UJPNA Guinée, qui certainement nous suivent, et de l'ensemble de nos téléspectateurs. Voilà. Bon, en fait, la question que vous me posez, si je comprends bien, c'est relatif à tout le bruit qu'il y a autour de ces vacances du président guinéen. Bon, en réalité, quand on observe depuis son arrivée au pouvoir, après le coup d'État qui a provoqué le départ d'Alpha Condé, je crois qu'il est resté sans discontinu au gouvernement des affaires. Donc il est resté vraiment à la tête du pays pendant toute cette période-là. Et il y a eu énormément de chantiers, énormément de travail. Ces vacances aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour, mais en réalité, il n'y a aucune communication officielle qui dit qu'il soit malade ou bien qu'il y ait autre chose. Et je pense qu'il a publié aussi des images de lui et de sa famille en vacances, donc en train de récupérer, tout en réaffirmant que, où qu'il soit, il reste au service du pays. Et je pense qu'il y a un peu d'exagération dans ce que les gens disent. En pensant que parce que on observe qu'il perd du poids, donc on suppose qu'il est malade, et peut-être que ce départ peut être interprété comme enfin, ça fait peur. Ça fait peur, oui. Et je pense il faut lier ça un peu aussi à l'histoire politique de la Guinée. Les circonstances de la mort d'Ahmed Sékou Touré. Voilà. Et ensuite, les changements de pouvoir en Guinée, sauf récemment, ont toujours été faits après la mort d'un président. Ahmed Sékou Touré est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Et quand il est mort, je pense qu'il a subi un coup d'État lui aussi, Ahmed Sékou Touré, perpétré par le général Lansana Conté. Bon, c'est pas vraiment un coup d'État, oui. Parce que Ahmed Sékou Touré est mort président. C'est après sa mort que le général Lansana Conté a pris le pouvoir. De la même manière que le général Lansana Conté est resté au pouvoir jusqu'à la fin de son règne. C'est après sa mort que Moussa Dadis Camara a pris le pouvoir. Donc il y a cette mémoire politique qui est liée un peu à la mort des présidents. Et tous sont morts normalement soit de maladie ou alors simplement de vieillesse en quelque sorte. Donc je pense que ça peut être un peu lié à ça. Sinon, objectivement, quand on regarde la situation, il n'y a vraiment pas raison de supposer qu'il y ait
voilà, qui est potentiellement la mort du président, ou qu'il y ait peut-être des velléités de subversion. Le seul fait qu'on puisse lier le départ du président à ça, à mon avis, se justifie par le fait qu'à chaque fois qu'un président est mort, très souvent en dehors du pays pour des soins ou bien dans des circonstances particulières, l'armée en lieu et place est organisée pour prendre le pouvoir. Et donc peut-être c'est ça qui peut amener les gens à faire des spéculations, sinon je ne vois pas d'éléments objectifs sur lesquels on peut véritablement s'appuyer pour cela. En Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, les présidents ont toujours l'habitude de passer des vacances à l'étranger. Parfois, les présidents même partent en vacances sans faire de bruit. Mais aujourd'hui, le cas de la Guinée est tellement particulier parce que le président a convoqué pratiquement toute la présidence, les ministres, les directeurs généraux, pour venir assister à la cérémonie de départ. Voilà. Est-ce que souvent, c'est préférable de faire une chose pareille ou bien c'est exagérant de la part du président? Bon, d'abord, il faut retenir que de façon classique, les gouvernements comme les parlements ont l'habitude de prendre des vacances dans tous les pays du monde. Oui. Donc il y a les vacances gouvernementales, une période où le président et sa famille vont en vacances, les ministres vont en vacances, ainsi de suite. Alors, c'est peut-être pas très courant en Afrique que les chefs d'État communiquent autour de ça, mais je pense que c'est aussi un moment clé. Un moment clé parce que si vous vous rappelez bien, Doumbouya est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a conduit une transition, au cours de laquelle transition il a fait des réformes majeures, parmi lesquelles la réforme constitutionnelle. Et à l'issue de ces réformes-là, il a organisé des élections qui l'ont amené lui-même à être élu. Et il a organisé des élections législatives qui ont mis en place un nouveau Parlement. Il vient de mettre en place le cadre institutionnel d'une nouvelle république en Guinée. Alors, à l'issue de ça, il a mis en place un gouvernement qui a travaillé jusqu'à un certain moment et il vient tout récemment de faire un remaniement au niveau du gouvernement. Un remaniement ministériel pour voilà, recalibrer, on va dire, le gouvernement selon la vision qu'il a. Il y a des grands sentiers qu'il a lancés, notamment le programme Simandou 2040 avec ses, qu'on appelle ça, ces 13 méga-projets et je crois 5 ou 6 grandes réformes qui sont prévues dans cela. Donc, moi, je pense que c'est un timing assez calculé. Après tout ce parcours, après toutes ces actions qui sont chacune quand même extrêmement mobilisatrices en tant qu'action, extrêmement énergivore, c'est tout à fait logique qu'il décide d'aller en vacances. Peut-être que le fait d'organiser ça, c'est aussi pour marquer quelque chose, montrer que bon, voilà, il est temps pour moi aussi de me reposer un peu, mais je mets en place un nouveau gouvernement, je fais confiance à l'équipe gouvernementale qui est là pour travailler, je vais prendre un peu de vacances pour ma famille et moi, ensuite je reviens à la charge. Maintenant, les gens n'étant pas habitués à ça, justement, ça peut faire jaser, surtout quand on le lit au fait que bon, il donne des signes physiques de quelqu'un qui s'affaiblit et qui semble malade. Justement, les gens ne sont pas habitués à ça et ce qui fait aussi un peu l'incohérence, il y a autant de communiqués. Autant de communiqués, il y a le communiqué de la présidence, il y a après le communiqué du chef d'état-major des armées à la télévision, voilà, qui affirme et qui réitère leur fidélité envers le président de la République. Oui, en fait, je pense que je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir exactement ce qui se passe. Mais dans une lecture, on va dire, prudente de la situation, je pense que les rumeurs qui ont circulé, que vous et moi avons tous entendues, les rumeurs, pourraient amener les autorités à faire des communiqués dans l'optique de rassurer l'opinion publique. Parce que beaucoup de gens ont parlé du fait que bon, il est malade, peut-être qu'il ne va pas revenir, peut-être qu'il ne reviendra pas. D'autres aussi ont laissé entendre que bon, peut-être que pendant son départ, des militaires pourraient récupérer le pouvoir. Bon, après, comme tous les régimes qui sont passés en Guinée, le régime de Doumbouya ne fait pas exception, il n'échappe pas au fait d'avoir créé beaucoup de mécontents. Voilà, et donc tous ces mécontents aujourd'hui, il y a une bonne partie d'entre eux qui peuvent projeter
leur désir, en fonction des circonstances. Il y a aussi, comme je l'ai dit encore une fois, cette mémoire des chefs d'État qui, à un moment donné, s'affaiblissent par l'âge ou bien par la maladie, qui sortent pour se soigner et finalement qui ne reviennent pas, et en lieu et place, l'armée se constitue pour prendre le pouvoir. Donc, quand on prend tous ces éléments-là, je peux comprendre que ces communiqués-là aient lieu. Maintenant, bien entendu, pour quelqu'un qui est en dehors de ce système, le fait simplement qu'un chef d'état-major sente le besoin d'aller à la télé pour affirmer la souveraineté, enfin, je veux dire la loyauté au chef de l'État, pour quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur, qui ne sent pas ces dynamiques-là, ça peut apparaître suspect. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça. Et d'autre part également, les régimes militaires ont un modus operandi en termes de gouvernance qui ne suit pas nécessairement à tout le monde. Mais aujourd'hui en Guinée, on ne parle plus de régime militaire, on parle d'un régime démocrate, un président élu par le peuple. Absolument. Voilà. Donc pourquoi souvent il y a l'atmosphère militaire qui règne autour? Non, c'est simple, je vais vous expliquer. D'abord, la transition n'est pas loin de nous. Oui, on vient de faire les élections, donc les gens n'ont pas encore oublié la transition. La transition, oui. Ça, c'est une première chose. Oui. Et une seconde chose, c'est que c'est un régime démocratique, parce que c'est une nouvelle constitution, je l'ai dit tout à l'heure. C'est des élections qui ont permis à ce que le président Doumbouya soit élu. Et il n'est pas le seul, il y a une nouvelle assemblée qui est mise en place. Il y a aussi des élections municipales qui ont été organisées. Donc on peut dire que la batterie des élections pour permettre de mettre en place un cadre démocratique, institutionnel correct est mise en place. Seulement, quand on regarde la constitution du gouvernement et des acteurs principaux qui règnent, ils n'ont pas beaucoup changé. Le président de l'Assemblée, si je ne me trompe pas, était le président du CNT. Le président de la République, c'était le président de la transition. Le Premier ministre, après les élections, reste le Premier ministre de la transition. Et les hauts gradés qui étaient dans des fonctions stratégiques au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement et autres, pour la plupart d'entre eux, sont restés dans leur position. Donc, le fait que les acteurs n'aient pas changé et qu'on ne soit pas encore loin de la transition fait que, bon, voilà, beaucoup de gens ne font pas vraiment la distinction. Et puis, bon, la mémoire d'un régime militaire reste, parce que le président Doumbouya reste militaire. À ma connaissance, il n'a pas démissionné de l'armée. Il reste encore général. Et voilà, l'ensemble des éléments qui étaient visibles pendant la transition militaire restent visibles dans les mêmes positions, avec par endroits les mêmes influences, même si c'est une onction populaire démocratique qui les permet aujourd'hui d'être présents. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, comme en Guinée, comme au Mali, comme au Niger, et pourquoi souvent carrément c'est l'incertitude quand il y a le régime militaire, si on note l'absence carrément, voilà, du président? Alors, d'abord, pour ce qui concerne, sur la question du principe, les régimes militaires sont des régimes qui, lorsque ils s'inscrivent dans la durée, on va dire, sortent du champ classique des régimes politiques. Pourquoi? Parce que normalement, chaque type de régime politique a un plan de sortie. Quand on est dans la monarchie, on sait très bien que, bon, le roi, il est là, jusqu'à sa mort, son fils le remplace, ou bien son frère le remplace. En tout cas, quelqu'un désigné selon la tradition et selon les règles le remplace. Donc, ça, c'est le plan de sortie. On n'a pas à s'en soucier. Chacun vague à ses affaires. Quand on est dans une démocratie, on sait que le président, il est là pour un mandat. Ça commence à telle date, ça finit à telle date. Oui. Donc, tous ceux qui veulent concourir au pouvoir peuvent attendre la fin de ce mandat pour s'organiser afin d'aller. Mais quand un régime militaire arrive et qu'il s'inscrit dans la durée, alors les gens s'inquiètent que d'autres militaires ne viennent faire la même chose oui. à ceux qui sont là. Oui. Parce que simplement, il n'y a pas un plan de sortie clair qui donne une lisibilité à l'agenda politique. C'est généralement ça. L'autre élément qui va avec, c'est que les régimes militaires, généralement, gênent les acteurs démocratiques classiques qui,
nourrissent l'aspiration de les voir partir, quelle que soit la forme, et certains vont jusqu'à souhaiter qu'il y ait des coups d'État, ce qui est d'ailleurs contre nature, mais néanmoins, bref, et cette volonté souvent est projetée en prévision. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et souvent, en Afrique, souvent, les gens font passer les rumeurs pour préparer les consciences à des choses. Vous voyez un peu, c'est un peu ça qui se passe très souvent. Donc, pour moi, en réalité, c'est beaucoup plus dans l'esprit des gens et du fait qu'il n'y a pas de plan de sortie visible qui donne une lisibilité aux gens. Et les gens ne supportent pas de ne pas avoir une lisibilité dans l'agenda politique. Voilà une dernière question qui concerne toujours le Mali. Il y a de cela quelques mois, il y a eu des attaques avec les terroristes qui ont attaqué carrément quelques localités, quelques lieux au Mali, à Bamako plus précisément. Alors récemment aussi, on a noté aussi d'autres attaques perpétrées par des djihadistes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que carrément le terrorisme est 100% maîtrisé au Mali? Dire que le terrorisme est 100% maîtrisé, c'est absolument... Enfin, on ne peut pas dire ça aujourd'hui. C'est très clair. Mais une chose est certaine, le rapport de force a changé. Aujourd'hui, c'est l'armée malienne qui terrorise les groupes terroristes. C'est l'armée malienne qui a l'avantage de l'initiative. Les terroristes continuent à entreprendre, pas plus qu'il y a un jour, je pense, il y a eu l'attaque des terroristes à 100. Mais que ce soit les terroristes qui prennent l'initiative ou que ce soit l'armée qui prend l'initiative, on observe de façon très claire une supériorité nette de l'armée et des victoires militaires sans détour de la part des forces armées et de leurs alliés sur le terrain. Cela ne veut pas dire que nous avons maîtrisé. Pourquoi? Parce que substantiellement, et ce n'est pas propre qu'au Mali, c'est pratiquement tous les pays qui luttent contre le terrorisme en Afrique et peut-être certains même dans le monde. Nous nous concentrons essentiellement sur la réponse en aval. La réponse en aval, elle est constituée d'une réponse militaire, absolument indispensable pour neutraliser les groupes terroristes et annihiler leur capacité de nuisance. Toutefois insuffisante, dans la mesure où le terrorisme n'est pas qu'un phénomène de menace militaire, de menace directe à la défense ou à l'intégrité physique du territoire. C'est aussi et surtout une menace à la sécurité des individus, des communautés, des systèmes de production. Le terrorisme est une question éminemment sécuritaire. Sécuritaire dans la mesure où elle se nourrit de la population locale. Elle enrôle des jeunes généralement ciblés dans des localités périphériques, éloignées des centres urbains, donc des centres de centralité de l'État, des localités où l'État est centralisé. Et ces populations-là, il y a toute une démarche élaborée pour permettre aux groupes terroristes de les happer, de les mobiliser, de les enrôler, pour ensuite les réutiliser contre leur propre pays et leur propre communauté, souvent leur propre village. Et ce phénomène-là, c'est un phénomène qu'on ne peut pas combattre uniquement avec la force létale. Nous devons remobiliser les communautés, réinvestir les champs périphériques de l'État central et s'assurer de construire une barrière, un mur entre les groupes terroristes et notre jeunesse. Parce que tant qu'on n'aura pas réussi ça, le problème qui va se poser, c'est qu'au résultat des courses, autant de terroristes qu'on aura neutralisés sera autant de jeunes Maliens qu'on aura perdus. Parce qu'on n'aura pas créé les conditions pour empêcher aux groupes terroristes de les récupérer. Donc, la guerre contre le terrorisme a un chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est vraiment la mobilisation communautaire, la responsabilisation des acteurs locaux et la construction des moyens cognitifs, affectifs et conatifs pour démobiliser les groupes terroristes du champ communautaire dans nos pays. Tant qu'on n'a pas réussi ça, la force létale va réussir à faire des victoires, mais la tranquillité sécuritaire que nous recherchons, nous ne pourrons pas la trouver.
Merci beaucoup, M. Diawara. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des jeunes pour la paix et la nation africaine. En même temps, sociologue de formation et ancien chef de cabinet du ministre de la Réconciliation et ancien chef de mission d'appui à la réconciliation nationale de la transition malienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir échangé vos réflexions avec nous ici sur Seneweb. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour parler de l'actualité africaine ici sur Seneweb et sur l'ensemble de son réseau synchronisé. Merci et à bientôt.